Boa tarde a todos. Nós estamos agora na última sessão de debates e mesas redondas dessa semana intensa do terceiro colóquio franco-uspiano. Eu agradeço muito, não é, o convite para estar aqui fazendo essa mediação, de, enfim, ter participado na organização dessas sessões, a NADEG especialmente, mas também ao consulado, e a Marion, que está aqui presente. Agradeço, sobretudo, a minha querida colega Andrea Daer, que fez a proposta, que viabilizou, não é, esse encontro, essa presença do professor Antoine Lilt na USP, que é realmente um momento de grande importância. Nós vamos lançar o livro dele hoje às 5h30 na Iduspinha, do Edifício da História e Geografia, e todos estão convidados. Então, eu vou iniciar apenas fazendo realmente uma breve apresentação dos nossos colegas. Começo pela professora Andrea Daer, que é professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela também já foi professora aqui da Universidade de São Paulo, antes de, enfim, dar aula na UFRJ, onde ela Université de São Paulo, mais de 20 anos. et elle est très active dans le Collège des hautes études. Andrea a une œuvre remarquable. Elle est l'une des grandes traductrices des grands auteurs des sciences humaines, Michel Serres, Marcel Estienne, Foucault, Roger Chartier, Norbert Elias, Antoine Litty. Il ne s'agit pas uniquement d'Andrea, l'historienne, la linguiste, l'érudite en langue et les pratiques de l'oralité qui étudie les textes du XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Elle est également une facilitatrice, une médiatrice entre la France et le Brésil. Et c'est elle qui a proposé le thème pour ce colloque. Andrea, d'ailleurs, a publié des ouvrages très importants dans ce domaine, celui de l'historiographie religieuse, sur les jésuites. Aujourd'hui, elle a proposé ce thème dans la construction du sauvage au sein du discours français à l'époque moderne. Je présente à présent le professeur Lilti, un jeune historien qui a également une œuvre très importante. Ce n'est pas par hasard qu'il enseignait au Collège de France. Il était professeur à l'École normale supérieure. Il a été professeur également à l'École des hautes études de sciences sociales et président, éditeur-chef de la revue Annales. Vous connaissez ces œuvres. Il est important de souligner ici ce dernier ouvrage qui a été lancé, L'héritage des Lumières, qui compose avec l'histoire des salons et des célébrités une trilogie qui aborde les aspects contradictoires modernes de l'héritage des Lumières. C'est une courte présentation. Je crois que nous n'allons pas nous allonger et je passe immédiatement la parole à Andrea. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie Iris de l'organisation de cette manifestation. Il n'est jamais facile d'organiser. Je vous remercie de la présentation assez fidèle à partir de ce que Antoine et moi nous sommes. Et
Alors aujourd'hui, il s'agit d'une réédition d'un workshop qui a eu lieu au sein de l'Institut des études avancées de Paris, où j'ai été fellow l'an dernier. À l'occasion, j'ai eu l'occasion donc d'inviter Antoine Lilti et un collègue qui s'appelle Franck Lestringlant, que vous connaissez, et afin de mener cette réflexion autour de la construction du sauvage. Nous, nous sommes très bien accompagnés par Estragnan et qui a pu présenter son œuvre. C'est une œuvre monumentale et suivi de ma présentation sur les Tupinambins et les Capuchins et complété par l'analyse d'Antoine Lilti sur les Tahitiens. Ce jour-là, Franck Lestringant m'a invité à écrire un livre sur ce que j'avais présenté. D'ailleurs, j'avais publié ce petit livre de poche qui s'appelle La présence de la voix. Donc, la présence de la voix qui s'entrecroisait avec ce qu'il avait présenté, mais il m'a demandé de faire quelque chose de plus complet et c'est ce que j'ai fait cette année. À mon esprit, ce qui était présent, c'est l'économie du livre. L'économie du livre, ce n'est pas une économie d'une communication orale. En fait, je voudrais que ma communication aujourd'hui ne corresponde pas évidemment à l'économie du livre, mais qu'elle puisse démontrer un peu mon trajectoire autour de la construction du sauvage au XVIIe siècle. Et il manque un lien à cette chaîne ensuite. Je passerai la parole ensuite à Antoine. Alors, je commence. Je vous suggère un sous-titre à ma communication, la présence du mot sauvage. Et en matière de présence, allons donc voir le mot sauvage. Ici, vous avez la traduction en portugais. Est-ce que vous arrivez à visualiser? Je suis très aise, vaillant guerrier, de ce que tu es venu dans cette terre pour nous rendre heureux et nous défendre de nos ennemis. Nous commencions déjà à nous ennuyer tous de ne voir venir des Français guerriers sous la conduite d'un Burro-Vixave. Isso quer dizer de chefe, né, no Tupi antigo, pour habiter cette terre. Mais Dieu nous a regardés en pitié, t'envoyant ici comme un grand guerrier qui nous amène beaucoup d'autres soldats pour nous défendre, avec des païs et prophètes pour nous instruire en la loi de Dieu. Esse discurso que eu fiz questão de fazer aqui em francês foi pronunciado. Ce discours que j'ai tenu à faire en français a été prononcé par le chef Yakiasu qui a en face de François Caselli et des missionnaires capucins qui étaient arrivés vers 1612. Vous avez certainement entendu parler. Cette expérience coloniale a fait suivre deux récits très importants. L'un qui s'appelle l'histoire de la mission des prêtres capucins sur l'île de Marañón. C'était le récit complet du voyage de Claude d'Abbeville, donc le prêtre, le père Claude d'Abbeville, qui va à Marañón et qui revient en France, accompagné d'ailleurs de 6 ambassadeurs Tupinamba qui ont été accueillis au musée du Louvre. Un an plus tard, je vous mets le titre. En fait, nous ne connaissons pas le frontispice de cette œuvre. Il s'agit du récit du père Yves d'Évreux.
suite de l'histoire des choses mémorables advenues en Maranhão dans les années 1613-1614. Et nous ignorons le frontispice de cette œuvre car elle a été détruite dans les ateliers d'impression et en fait en suivant une politique qui ne souhaitait pas la présence française au Maranhão car évidemment ça empêchait les plans de l'union franco-espagnole, c'est-à-dire un double mariage et Élisabeth de France et Philippe de la Maison d'Autriche. Vous avez pu constater par le discours que je vous ai lu sur les chefs, dans ces récits missionnaires, les capucins surgissent dotés d'une parole pour exprimer justement ce désir évident qui est clair dans ce discours, le désir de se soumettre au roi de France et de se convertir au catholicisme. Dans ce premier récit de Claude Abdil, ça se montre toujours sous forme de harangue, c'est-à-dire une espèce de rituel de ces peuples Tupis qui accueillent des personnages. Et pour moi, dans la harangue, c'est une chose très importante car il y a une circulation de sang, c'est-à-dire qu'il y a toujours une réponse. Donc, une première harangue et une autre réponse du chef Chapiassou et le lieutenant François de Razy, le lieutenant du roi, a également donné une réponse en forme d'harangue. Le deuxième récit du père Yves d'Evreux, qui a été retrouvé au XIXe siècle par le bibliophile Ferdinand Denis. Dans ce récit, nous avons la transcription de dialogues, de conférences en fait, des conférences avec des chefs, des pagets et des conférences entre les capucins d'Evreux et ces chefs pagets des tribus locales. Il s'agit donc des formes de dialogue très fortes, très présentes dans l'argumentaire de ces récits français des capucins. Je souhaite souligner ici que ces deux formes montrent en fait la figure d'un Indien ou un indigène éloquent. En fait, ce n'était pas là pour la première fois. Cette figure, elle était déjà présente un demi-siècle avant et elle constitue une espèce de lignée de représentation. Elle surgit un demi-siècle avant sur ce récit, l'histoire d'un voyage vers la terre du Brésil. C'est un récit très connu. Claude Lévi-Strauss dit que c'est le bréviaire de l'ethnologue, c'est donc fondateur au sein de la connaissance ethnologique du XXe siècle. Sur ce récit de Jean Léry, un huguenot français, sur le chapitre 20, nous avons un colloque et vous voyez, j'ai tenu à vous montrer ici la page sur ce facsimilé. Vous voyez le Tupinamba qui dialogue avec un Français. Ça s'appelle colloque de l'entrée ou de l'arrivée au Brésil des personnes qui s'appellent Tupinamba ou Tupiniquim en langue sauvage et en français. L'inclusion de ce colloque va ouvrir la voie. Il faut que je continue à employer le micro. Oui. Donc, ça ouvre la voie pour cette représentation. Mais remarquez qu'ici, on voit un dialogue. C'est un dialogue modèle que le Tupinamba, qui n'a même pas été nommé, dialogue avec un Français. Même si sur la 4e ligne, l'abbé fait une question. Quel est votre nom? Et il répond, mon nom est Léry Watsu.
c'est-à-dire la grande huître, ce qui signifierait huître dans la langue des indigènes. Ce dialogue modèle ouvre cette voie donc. Mais quelle est la nouveauté? Quelle est l'invention d'après ces récits de Capucin? L'indigène devient non seulement éloquent, mais il est nommé en fonction de son désir de soumission et de conversion et de soumission au roi de France. Il y a donc une figure nouvelle, le sauvage converti. D'ailleurs, converti parce qu'éloquent, ou alors éloquent parce que converti. C'est quelque chose que j'ai démontré ici et sur ce livre et un autre livre qui s'appelle Le Brésil français. À partir de là, il faut approfondir un peu ce thème de l'inscription de l'oralité dans ces récits pour essayer de comprendre ce qui m'interpellait beaucoup. C'était l'idée suivante que pour qu'il y ait un dialogue, et Antoine Lelty sait très bien ce que je veux dire, il faut une scène. La question des Lumières, c'est tout à fait ça. C'est la question du dialogue, bien sûr, mais également une scène pour le dialogue. Il s'agit ici d'une scène mystique, à la différence du XVIIIe siècle sur lequel travaille Antoine Lelty. Une scène mystique qui m'intéressait énormément. Comment construisons-nous une scène par le biais du dialogue, ou alors comment un dialogue peut-il se définir comme un jeu de position scénique? Bien sûr, travailler la présence de la parole est quelque chose qui est assez connu. Mais ce qui me restait, c'était de réfléchir sur la présence subtile ou bien tout au contraire euh, ostensible du mot indigène ou de la parole indigène plutôt. Et je me suis donc tournée vers les techniques qui produisent des effets de présence, des effets de vivacité, ce qu'on appelle ienargeia. En tenant compte du fait que ces discours du XVIIe siècle, ils étaient reçus au XVIIe siècle même et jusqu'au XVIIIe siècle avec une mention spécifique qu'il fallait produire d'autres conversions. Donc, produire la présence de la voix était très important dans ces discours. D'autre part, la grande économie des échanges linguistiques coloniaux, c'est une économie qui est oralisée, c'est une économie des voix, et ces voix s'exerçaient pas seulement. Et le phénomène de la conversion lui-même est un phénomène oral. Alors ces voix s'exercent sur cette scène mystique de la conversion. Le milieu colonial est très propice pour penser le dialogue, la circulation vocale, l'expression du grand Paul Schunter, et la circulation des sens, qui est une circulation entre langues. Évidemment, beaucoup de langues en présence d'interprètes toupis, français, portugais. Et c'est également un monde d'échanges oraux. Alors, je me suis intéressée à rendre compte de ces scènes, surtout les scènes mythiques lors des échanges oraux. Dans le monde colonial, des situations donc très oralisées. Et ce que j'avais donc en face, l'idée de travailler à partir de corpus de textes jésuites et de corpus de textes français d'ailleurs que je manipule depuis très longtemps. Bien. Quant à cette comparaison, bien sûr, ça me fait comparer les deux corpus, le français et le portugais. Mais il faut établir une différence quant à l'inscription de l'oralité
le corpus portugais, jésuite, et le corpus français, capucin. En fait, l'indigène des jésuites portugais n'est pas éloquent, même je peux dire qu'il n'est pas doté d'oralité. Si je prends par exemple la correspondance de jésuites, je vous montre de façon très claire que 3 aspects marquent la capacité d'éloquence des indigènes. Le premier aspect dans la correspondance, c'est la traduction systématique des énoncés des autochtones ou indigènes en portugais ou en castillan, en fonction de la langue qui était utilisée par le prêtre. Systématique. Il est très rare de trouver des transcriptions. Et d'ailleurs, autochtone a parlé en tupi, par exemple. Et donc, on peut tirer de nombreuses conclusions à partir de ça. C'est pas forcément l'objectif de mon intervention ici, mais en tout cas, une présence plus immédiate de l'interprète, vous voyez. Mais dans tous les cas, c'est toujours en portugais, toujours. En second lieu, la seconde caractéristique, ce sont d'éventuelles interventions d'Indiens qui apparaissent dans la correspondance. Généralement, elles ne dépassent pas 2 à 3 phrases peut-être. Vous vous rendez compte? Donc, il n'y a pas véritablement un dialogue substantiel, disons. Hein. Ce n'est pas un dialogue très important. Hein. Les interlocuteurs sont présents, le père est présent, le prêtre présente son interlocuteur autochtone, mais il n'y a pas beaucoup de discussion en fin de compte. Hein. D'ailleurs, il y a une rhétorique très fréquente qui est ce que l'on appelle le parcours, c'est-à-dire que lorsque l'on interrompt, on interrompt en disant etc., etc., et d'autres choses, etc. Cette ressource-là concernant l'intervention, la parole autochtone, elle est absolument constante et elle est démontrée à de nombreuses reprises dans cet ouvrage qui est publié actuellement. Donc, il n'y a pas de progrès dans le dialogue, en fait. Il n'y a jamais de progrès dans le dialogue dans ces transcriptions. La troisième caractéristique, comme je le disais, elle est très intéressante. C'est une... ça va être dur à traduire, ça, mais j'appellerais ça une foulanisation, ça veut dire une quelconquisation, licence poétique du traducteur, une quelconquisation ou une intellisation. C'est quelque chose de littéral, hein, parce qu'il y a une lettre d'Anchieta de 1505 dans lequel le mot foulin, qui veut dire quiconque, quelconque, quiconque plutôt que quelconque, n'apparaît à plusieurs reprises. Est-ce que quelqu'un peut demander à l'intervenant de parler plus proche du micro, s'il vous plaît? Un autochtone donc qui dit « Je suis un tel ». Merci beaucoup, monsieur. Parfait, merci beaucoup. Qui dit donc « Je suis un tel ». Je suis... Vous voyez? Jamais n'est nommé. Donc la référence, c'est exactement, et d'ailleurs c'est ce que j'ai appelé donc une foulanisation en portugais, hein, ce serait donc une intellisation. Ça peut sembler un peu péjoratif d'ailleurs, mais ça n'est pas mon intention du tout en tout cas. C'est plutôt une typification des paroles autochtones. Hein. Vous voyez, une espèce de grande standardisation des interventions. Donc, peu importe comment il s'appelle, en fait, c'est un tel, fulano, en portugais. Anchieta a dit beaucoup ça, le garçon, le monsieur, le jeune garçon. D'ailleurs, le passage du discours indirect au discours direct, c'est également quelque chose de très subtil, d'ailleurs, hein, ne serait-ce que parce que nous avons, avec toutes les ressources contemporaines dont on dispose maintenant, on permis d'insérer donc tout ça dans ces lettres, dans les éditions modernes, hein, plus modernes. Mais en tout cas, c'est un passage qui est très subtil à chaque fois, hein, très différemment d'autres récits où on trouve véritablement l'autochtone a dit : ouvrez les guillemets. Voilà. Et vous allez le voir d'ailleurs dans quelques instants. Comme vous allez le voir dans pas longtemps, il y a évidemment la différence entre les italiques, hein, donc les discours en toupie, dans le récit du XVIIe siècle. Mais qui, au XVIIe siècle, quel lecteur français au XVIIe siècle peut lire le toupie? Pourquoi avoir inséré donc 2, 3, 4, 5 pages en langue toupie, en italique, dans le livre, hein, dans un livre qui circule donc en France au XVIIe siècle? Pour moi, c'est une stratégie de conversion. La langue, elle est convertible, pardon. Une langue que je ne comprends pas, qui est présente, donc la présence, hein, face à moi, dans le livre ou dans un livre que je reçois et qui est immédiatement traduit. Mais en tout cas, ce qui compte ici, c'est qu'il existe cette typification. L'autochtone, l'indigène, peut éventuellement parler, mais à chaque fois sous ces 3 conditions dont j'ai parlé, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas de transit vocal. Hein, il y a des déplacements vocaux, mais je dirais que c'est presque des initiatives presque avortées dans l'œuf, vous voyez. Par exemple, si on prend un genre, je vais passer très rapidement là-dessus. Hein,
J'ai de nombreux chapitres dans le nouveau livre d'ailleurs qui parlent de ça, mais si on prend par exemple seulement les catéchismes d'Anchieta en tupi, c'est les seuls qu'on connaît sous la forme imprimée par le père Antonio de Araujo, le prêtre. Le catéchisme, c'est un genre dialogique, il y a du dialogue, il y a du déplacement vocal, il y a transit, déplacement donc de sens entre le maître et le disciple. Donc on peut imaginer ce que j'aime appeler un bruit. Roland Barthes parle de bruissement de la langue. En français dans le texte, c'est une rumeur, c'est donc un bruissement. Et ce bruissement-là autochtone, il est présent lorsque nous avons aujourd'hui, par exemple, le catéchisme entre nos mains. Il y a la présence de la voix autochtone, mais il n'y a pas une cession de la parole. La parole n'est pas cédée à proprement parler, dont les interlocuteurs d'ailleurs sont hypothétiques. Vous voyez, ça, par exemple, c'est un récit de Claude Dapville. Regardez bien, le passage de l'italique en tupi au texte non pas en portugais, en français, qui est précisément, on voit que c'est la même harangue, en fin de compte, avec laquelle dont j'ai commencé à parler tout à l'heure. Donc, vous voyez bien l'organisation graphique, la disposition graphique de la page. Ça, c'est un catéchisme. Je vous ai mis donc, le traducteur n'entend pas. Une façon manuscrite dans laquelle vous voyez parfaitement là qu'il y a donc une circulation, un MD, maître, disciple, c'est ça, maître, disciple, et des questions et réponses. Vous voyez? Regardez un exemple là, en tupi. Et la traduction à côté en portugais, qui est une traduction moderne, ou plutôt modernisante, faite à l'époque contemporaine, mais qui nous est utile. Est-ce que Dieu a un corps comme nous? Non, il n'a pas de corps. Est-ce qu'il a eu autrefois un principe? Il n'a pas eu de principe. Est-ce qu'il a toujours été? Il a toujours été. Est-ce qu'il sera toujours? Il sera toujours, etc., etc. Donc, le catéchisme, inutile de le dire ici, mais le catéchisme est très propice à la représentation de ces matières métaphysiques très difficiles. Mais en tout cas, ce qui compte ici, c'est pas forcément ça. Ce qui m'intéresse ici en particulier, c'est de vous montrer comment la concision, la répétition sont typiquement orales. La réitération, c'est typique de la maîtrise de la voix, ou du domaine de la voix plutôt. On dit quelque chose, on répète quelque chose. La concision, pareil. Donc évidemment, là, la fonction, c'est la performance orale du disciple qui répète, et qui répète d'ailleurs très probablement la question et la réponse, comme les jeunes filles en Europe, les ménines en Europe, question et réponse. Donc naturellement, il y a présence de la voix, mais il y a présence d'une voix qui est très spécifique parce que elle doit plutôt fonder un duo verbal. Un duo verbal, je ne sais pas si vous le remarquez là, c'est la question qui reflète d'une certaine manière la réponse. Et là, ce duo verbal crée une espèce d'harmonie entre le maître et le disciple. C'est une harmonie, disons, de partage à proprement parler, de la dévotion catholique. Maintenant, dans ce type de dialogue, disons dialogue, oui, bien sûr, un très hautement modélisé, en langue tupi, ça c'est très important. Nous parlons de dialogue qui était strictement en langue tupi, d'accord? Donc dans ce dialogue, il n'y a pas d'accord au préalable entre les interlocuteurs. Au contraire, c'est un accord entre les maîtres et les disciples. C'est un accord intérieur et extérieur au dialogue. Vous voyez? C'est exactement le contraire de ce qui se passe dans le traducteur n'a pas compris. Dans les récits français. Là, il y a un effet de présence. Il y a un effet de présence véritable. Il y a voix. Il y a transit de changement, disons, de sens, déplacement de sens. Mais l'effet de présence n'est pas comme, dans l'autre cas, autopsial. Autopsial, ça veut dire quoi? Le traducteur a du mal à entendre, elle s'éloigne vraiment du micro. Bon. C'est l'inclusion. Merci, professeur. Exactement. En fait, il faut qu'elle comprenne que la traduction dépend du micro. Voilà. Très bien, merci. Il suppose donc, en réalité, qu'il y ait inclusion du lecteur du récit dans la scène. Et ça, vous allez voir de nombreux exemples. Donc, vous voyez bien que là, dans ces dispositifs autopsiaux, disons, de ces dialogues français, en réalité, c'est l'écoute qui commande, c'est l'oreille qui commande la présence de la voix. Il commande et donc nous avons cette immédiateté de la prise de parole par les Indiens. Maintenant, s'il vous plaît, je voudrais vous demander de faire une remarque. Je voudrais faire une remarque.
Dans ce que je vous affirme là, il n'y a aucune attribution de valeur à l'idée d'une cession de la parole, hein, s'il vous plaît. C'est important de le dire, puisque même dans les récits capucins, ni dans les récits capucins, ni dans les récits portugais, n'existe toute exigence, quelconque exigence de réciprocité. Il n'y a pas de valeur, hein. Ce n'est pas mieux de céder la parole. Ça, c'est mieux pour nous, bien sûr, contemporains. C'est beaucoup mieux, d'ailleurs, pour nous, contemporains. Et pourquoi? Parce que nous vivons dans l'idée, à la post-lumière, selon laquelle la cession de la parole, c'est évidemment quelque chose qui est doté d'une valeur qui est une valeur d'échange. Ici, il n'y a pas de réciprocité, pas même chez les capucins français. Il y a un dispositif qui est un dispositif qui est différent. Autre chose sur laquelle j'aimerais insister pour vous tous, hein, c'est que lorsque je parle de présence de la voix, je ne parle pas de façon aucune dans notre sens contemporain métaphorique, hein, de voix. La voix ici, ce n'est pas une métaphore. Donner la parole à, donner la voix à, non, ce n'est pas ça du tout. La voix, elle est considérée comme phonème, comme des phonèmes, comme des substances, de la substance, comme c'était le cas au XVIe siècle. Hein. Sonorité, phonème, substance, la voix était une substance, d'accord? Et ça, c'est fondamental dans le cadre du processus de conversion. Donc, qu'est-ce qu'on peut évaluer? Ce sont les effets de cela sur l'ordre du discours. Quels sont ces effets dont on parle? Alors, nous allons parvenir à comprendre, à proprement parler, qu'il y a certains effets qui sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus ou moins ostensifs. Donc, moins ostensifs, comme j'ai donné quelques exemples, hein, là, des récits jésuites, par exemple, hein, ou plutôt des textes jésuites. J'ai pris l'exemple du catéchisme, j'aurais pu prendre l'exemple des auto-jésuites, où on trouve des dialogues. Ça, c'est dans le livre aussi, mais j'ai pas le temps de revenir dessus. En tout cas, cette voix, là, cette rumeur, ce bruissement en off, qui est une expression de Michel de Certeau d'ailleurs, cette voix off d'un individu hypothétique, hein, qui est soit foulanisé, c'est-à-dire intellisé, ou dans le cas de Jean Léry, Tupinamba, français, vous voyez, ou alors la voix ostensive qui apparaît ainsi dans les récits capucins, et je vais passer très rapidement là-dessus. Je voudrais vous proposer maintenant de commencer par comprendre un peu comment est l'expérience évaluative de l'altérité ici au XVIIe siècle. Et une fois qu'on aura compris la façon dont cette altérité, la façon dont les critères d'identification et de relation à cette autorité se construisent pour les capucins du XVIIe siècle, hein, eh bien, je vais partir sur l'hypothèse selon laquelle les capucins voulaient construire, ils avaient l'intention de construire en tout cas l'idée d'une alliance franco-toupie qui était naturellement basée sur l'idée d'amitié. L'idée d'amitié qui donc évidemment engageait des aspirations individuelles de la nation Tupinamba, hein, si vous préférez, vous allez le voir bientôt, concernant le désir unique et illégitime de l'État catholique français. C'est donc sous le signe de cette alliance d'amitié entre les Français et les Tupinamba que les récits français se feront en sorte que vont, disons, construire cet espace idéalisé de position dans lequel les voix sympathiques, il y a une relation de sympathie hein, là, entre les voix françaises et les voix toupies, des voix qui se comprennent. Hein. D'après ce que je dis, vous l'avez remarqué, hein, tout est parfaitement prêt pour que l'Indien puisse parler, pour que l'Indien puisse plus que parler, dialoguer, échanger, vous voyez? Donc, à la différence de notre mode d'identification de l'altérité, qui, comme je vous l'ai dit, sont des modes qui désignent l'empirie. Hein. Là, on travaille avec l'idée d'empirie. Hein. L'autre qui est défini du point de vue racial, ethnique, etc., ce sont des données empiriques, hein. Eh bien, au XVIe et XVIIe siècle, ça fonctionne à travers un ensemble de conventions qui sont des conventions qui fonctionnent par similitude, hein, par ressemblance et non pas par différence comme nous. Et donc, ces conventions, elles vont soit attribuer des ressemblances, soit soustraire, disons, des ressemblances. Vous voyez? Donc,
le vocabulaire scolastique, par exemple. Noir, vous vous souvenez, ce grand livre de John Montero, Les Noirs de la Terre. Les autochtones sont noirs. Pourquoi? Parce que c'est une catégorie scolastique. Le noir, c'est celui qui ne connaît pas la lumière naturelle de la grâce. Donc, l'autochtone, l'indigène, c'est un noir. Il y a d'autres termes archaïques qui, d'ailleurs, aujourd'hui, dans la logique de la différence, nous choquent, puisque nous sommes dans la logique de la différence culturelle. Et là, dans ce cas-là, non, c'est différent. Ce sont des critères d'évaluation qui sont à disposition et l'autochtone, par exemple, l'indigène se rapproche ou s'éloigne d'eux. Dans le cas des Capucins, je pourrais faire une démonstration très longue, mais je ne vais pas vous la faire aujourd'hui. Dans le cas des Capucins, la dénomination bête, bestiale, brutale, brutalité, la dénomination maranhenses, nation toupie, eh bien, ce sont là des dénominations qui sont récurrentes. Il existe par ailleurs une dénomination qui me semble très importante et centrale. Et on la lit chez Jean Léry, qui est un huguenot, mais elle apparaît également chez les Capucins, dans le corps catholique. Donc, c'est l'idée de la misère. D'ailleurs, dans le cas des Capucins, c'est très pratique en fin de compte, puisque ce sont des pères, des prêtres misérables, misérables parce que ce sont des ordres qui calquent leur propre représentation sur cette idée de la pauvreté et de la misère. Je voudrais vous montrer là un passage donc, du père Claude d'Abbeville. Attendez. Regardez, en portugais. Je ne doute pas qu'il, le diable, ne reçoive du contentement est-ce assemblée de ce misérable peuple qui a toujours été le sien, comme barbare, cruel et ivrogne. Donc là, l'emprise du diable sur les Indiens détermine cette misère. Le vocabulaire est le même parmi ses coreligionnaires, notamment chez le père Yves d'Evreux, pauvres sauvages, pauvres gens, pauvres âmes captives du diable. Cet argumentaire-là, ou plutôt ce critère évaluatif des Indiens, conduit à cette demande, disons, à cette demande de protection. Et regardez ce que dit le père Yves d'Evreux. Cette nation, Tupinamba, ne demande ni vos trésors, ni grandes sommes de deniers, mais seulement les miettes superflues qui tombent de ça, de là, de votre royale grandeur. C'est pour ça, monsieur, c'est pourquoi, sire, je vous supplie très humblement de regarder de bon œil cette pauvre nation. Donc l'argument de la pauvreté, il sert naturellement à soutenir l'idée selon laquelle, rhétoriquement, sémantiquement et pragmatiquement parlant, l'idée donc de la protection du roi de France. C'est une protection qui en réalité est très différente de ce que l'on pourrait imaginer. C'est une protection que Jean Bodin d'ailleurs désignée comme l'alliance inégale. L'alliance inégale, ça veut dire lorsque ceux qui ne sont pas ennemis, ceux qui sont amis, cette notion est fondamentale d'ailleurs, elle est très récurrente d'ailleurs, l'un reçoit la protection de l'autre. Donc il revient aux Français de protéger évidemment la nation toupie. C'est toute une éthique de l'amour, c'est toute une éthique de l'amitié, amikitia. Et d'après ce que vous voyez, ce sont là les conditions qui vont forger les discours, les harangues des Indiens. C'est-à-dire qu'en premier lieu, il y a un caractère. Un caractère de dénonciation. Ces harangues dénoncent le pouvoir des Portugais sur les corps des Indiens, sur les âmes des Indiens
et du diable sur les corps des Indiens. Ces harangues, normalement, elles font cette dénonciation, pour ensuite engager l'idée de la compatibilité d'humeur entre les Français et la sympathie plutôt, comme on disait. Je vais vous montrer là un autre passage. Regardez ce que dit le chef Japiassou. « J'ai grande espérance en ta bonté et douceur, car tu me sembles avoir parmi ta façon guerrière une façon douce. C'est la douceur, la gentillesse d'un personnage qui nous gouvernera fort sagement. Et te dirais là-dessus que tant plus un homme est né grand et avec de l'autorité sur les autres, d'autant doit-il être doux, gracieux et clément. C'est la douceur. Car les hommes, principalement ceux de cette nation toupie, se rangent plus facilement par la douceur que par la violence. » Je n'ai pas le temps de vous démontrer, mais les Capucins apportent toute une conception pastorale qu'on appelle la pastorale de la douceur. La douceur qui est sous-entendue dans ces discours prononcés par les indigènes. À présent, je vais aborder le récit du capucin Yves Desfreux. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de harangue là, il y a des conférences, des dialogues. Ce sont les dernières pages du livre. Nous connaissons 2 exemplaires, en fait 3, de ce livre. On connaissait 3. L'un d'eux a été détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une image incroyable de cette destruction et ça crée une utopie du livre. La Deuxième Guerre a détruit. Et il y a ces 2 exemplaires et il y a beaucoup de pages qui sont déchirées. C'est intéressant aussi de travailler ça, ce caractère de la destruction. Dans ces dernières pages, le père Yves Desfreux fait une transcription des conférences avec les pagés. Parmi les dernières pages, nous voyons la production de l'effet de la présence des voix indigènes et on voit ça de façon ouverte, évidente. Avant de transcrire ces conférences, le père va consacrer un chapitre aux voix des Indiens, les voix des indigènes, c'est-à-dire aux affects des voix des indigènes. Ça, c'est très important à ce moment-là. D'ailleurs, c'est très connu et doctriné dans plusieurs traités. Donc, l'intonation, la durée, l'intensité, ce sont tous des affects et en même temps des circonstances plus familières par lesquelles s'effectuent ces voix le matin, avant de dormir, la nuit. Il va détailler toutes ces voix et ça produit un effet de présence chez nous, les lecteurs. Voyez ce chapitre. Un chapitre qui prépare l'entrée sur ce thème. Leurs salutations, celles des indigènes, demandes et réponses quand ils se trouvent ensemble, sont si douces que rien plus. Douceur. L'indigène est doux. Le capucin est doux. D'autant qu'il les prononce, voyez l'effet de présence, il les prononce avec un accent assez long, fort doux et attrayant, spécialement les femmes et les filles. Et pour ce que je sais que cela apportera une consolation au lecteur, vous voyez comment il inclut le lecteur. Et je vais consoler le lecteur. Pourquoi? Parce que le lecteur n'est pas là pour entendre. Et ici, j'ai mis ci-dessous la forme et il le met en toupie. Le matin, bonjour, Tien de Coem. Et à vous aussi, Noin Tien de Coem. Le soir, quand ils reviennent du travail, qu'ils se séparent, ils se disent bonsoir. Et à vous aussi. Et ainsi, nous avons ici tous les affects des voix. Et vous voyez que les indigènes, ils vivent paisiblement, en familiarité.
L'idée de la familiarité est également une figure très importante. Et l'idée de consoler le lecteur, et ainsi il le met en présence. Tout ceci prépare les conférences à propos desquelles je vais parler rapidement pour pouvoir clore. Toutes ces techniques rhétoriques, elles produisent de la vivacité et elles conditionnent cette idée de familiaritas, de familiarité, amitié, comme dit le père Yves Devreux. Nous tâchions de leur faire concevoir vivement, vous voyez là, le vivement, en leur cœur que nous étions leurs amis et leurs fidèles amis, voire plus que leurs pères, mères ou autres parents, en leur disant ces paroles et plusieurs autres à eux et à plusieurs d'autres. Ces mots-là en toupie, ce sont les amis. Nous sommes vos amis, vos intimes. C'est la traduction de cette phrase. C'est la figure de l'amitié. Ici, nous voyons bien l'intégration parfaite des Tupinamba dans l'ordre catholique français du XVIIe siècle. Ce que vous verrez par la suite, c'est un processus de francisation des Tupinamba. Dans cette alliance inégale, amicale, cependant inégale, parce que l'un doit protéger l'autre. Le processus de francisation des Tupinamba est facile à voir car en 1614, ces images circulaient dans le livre de Claude d'Abbeville. Vous voyez ici la fraise, la fleur de lis, la croix catholique sur la poitrine. Ce processus de francisation est un processus tout à fait diffusé dans la France du XVIIe siècle. Il y avait même des affiches qui avaient été affixées au moment où les Capucins les ont emmenés là-bas. Oui, dans le baptême, etc. Voici le baptême des indigènes. C'est une image très importante. Vous voyez les indigènes devant le roi. Ici, en 1613, Louis XIII, et vous voyez ils étaient 6 indigènes, 3 sont morts et il y en a 3 donc ici. C'est une affiche qui a été affixée dans toute la ville de Paris. Le père Yves, en fait, il s'agit de 3 chapitres de son livre qui expriment la chose suivante. Qu'il est aisé de civiliser les sauvages à la façon des François et de leur apprendre les métiers que nous avons en Europe, que les sauvages sont très aptes pour apprendre les sciences et la vertu. Et le troisième, la suite des matières précédentes. Nous voyons là tout un effort pour qualifier la parole indigène. Et la parole signifie l'éthos, l'affect de la voix. C'est l'éthos de l'honnête homme à travers la voix, à travers la parole. Vous voyez donc la préparation et le père d'Évreux dit « Je vais présenter très fidèlement ». C'est une façon de rendre audible. La fidélité, c'est l'autopsie. C'est comme si le lecteur était présent. Je vais prendre un exemple et ensuite un deuxième exemple. Mais en fait, nous avons 6 conférences. Mais c'est un exemple de Pacamon qui est un chef important. Il est venu au fort Saint-Louis pour demander la conversion. Il a dit je voulais ressentir ce que les Français vivaient avant de m'intégrer à eux. Il était accompagné de sa femme la plus forte, il en avait 30, et il était accompagné de beaucoup d'indigènes. Ils étaient tous emplumés, ça c'est très important, donc une suite d'indigènes tous emplumés et suivi également de sa femme la plus forte. Il tient alors un discours, je vous montre juste un extrait de cette
première parole, c'est le début du dialogue avec le père Yves d'Evreux. Il dit la chose suivante. J'étais curieux de hanter les François et de les ouïr. Je sais de mes aïeuls l'histoire de Noé. Je sais aussi que Marie a été mère du Tout-Pan et qu'elle n'a été connue d'aucun homme. Mais Dieu lui-même s'est fait un corps en son ventre et comme il fut grand, il envoya des marathas, des apôtres partout. Dans la réponse, ça c'est la première intervention parlée. Ensuite, le père d'Evreux dit la chose suivante. En fait, il refuse le récit et il dit Pacamon ne cherchait pas Dieu comme il fallait parce qu'il prétendait, par le moyen du baptême, de devenir plus grand et plus estimé entre les siens. Et ensuite, il y a toute une reconnaissance des péchés. C'est une conversation en fait très marquée par une performance corporelle et des cris, des gestes, des attitudes. Tout ceci produit de la présence, comme vous le savez. Il y a une deuxième conversation, un deuxième dialogue. Pacamon quitte et ensuite il revient. Et lors de son retour, et ce n'est pas surprenant, quelques jours plus tard, donc, lors de sa deuxième visite, voici la deuxième partie, assez modeste, accompagné de peu de gens, sans avoir tant de plumasserie. Les plumages sont disparus. Il ne me parlait plus arrogamment comme il faisait au commencement. S'il s'agit d'une technique rhétorique, ces discussions sont typiques des techniques éphractiques. C'est pour accentuer l'effet de réalité, selon ces techniques d'exphrase qui sont très bien décrites dans les traités anciens. La description, les arguments génériques qui décrivent les gens, c'est-à-dire l'apparence physique, l'origine, la patrie, la ville, le sexe, l'âge, tous les topos, tous les lieux communs qui définissent les personnes. Ces lieux communs sont mobilisés, mais toujours par le biais d'opposition, en montrant successivement le laid, le beau. C'est une technique rhétorique qui accentue, qui amplifie. C'est une technique amplificatrice de l'effet de réalité. C'est très propice pour le discours des missionnaires car c'est un discours de conversion, de métamorphose. Il apparaît avec tous les plumages et ensuite sans plumerie. Et cette technique est justement au service de la fonction de conversion de ces récits. L'ekphrase, la définition, c'est ça, mettre en présence quelque chose qui est absent. Donc, il met en présence un indigène emplumé et il y a un effet de présence très vivant, très fort. Il s'agit d'un jeu de scène, il s'agit d'une scène autopsiée par le lecteur. J'avais dit recteur, je m'excuse, par le lecteur, entre l'absence et la présence. Voilà, je suis là tout à fait dans mon thème, celui de la présence. Je souhaite juste citer une dernière conférence car je m'excuse. Une dernière conférence. Il s'agit d'un court-circuit. Là où il y a la circulation vocale, il y a un court-circuit. Et c'est la dernière conférence. Un indigène quitte ou alors laisse son fils pour qu'il puisse apprendre à parler français avec les pères. Donc, l'indigène va vivre chez eux pendant très longtemps. Il apprend le français. Le chef indigène arrive tout fier. Voilà, il sait parler français, il peut être converti. Et le père d'Evreux ne se prive pas de montrer comment il accueille cet indigène. Donc, il le met à nouveau en présence et il parle directement au lecteur. Ça, c'est très important pour cet effet de présence. Il est facile de représenter par écrit les mots et les discours.
Excusez-moi, je me suis perdue, dit-elle. Je reviens. C'est un autre passage. Je m'excuse. Voilà. Comme je l'ai dit, il ne se prive pas de montrer la réaction qu'il a eue lorsqu'il entend le fils de l'indigène parler français. J'avais bien de la peine à me contenir de rire et ne pouvais jouir de mon truchement tant il était transporté de la passion de rire sur la simplicité de ce personnage. Ce jeune homme, son fils, le fils de l'indigène, me récita la doctrine qu'il avait propre, disait son père, est suffisante à recevoir le baptême en cette sorte. Bonjour messieurs, comment vous reportez-vous bien, messieurs, à votre service, Vejam a última frase, eu não pude ouvir mais. Vous voyez la dernière phrase, je n'ai pu en entendre davantage si je l'eusse voulu débonder. Vous voyez qu'il place donc la parole de l'indigène d'une façon c'est une parodie. Il fait une espèce de parodie du discours de l'indigène et il l'écrit phonétiquement. D'ailleurs, à ce moment-là, au même moment, vous voyez qu'il y a une infantilisation de l'indigène. Au même moment, le médecin de Louis XIII, Héroard, écrit son journal et il écrit la parole du roi de France de la même manière. De la même manière. Monsieur le roi. De la même manière. Donc, il répète cette parole infantile. C'est tout à fait contemporain, cette infantilisation de la parole indigène. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le court-circuit linguistique qui est très intéressant. Ce français qui est baragouiné, c'est du baragouin, qui est un indigène qui n'a pas encore été converti. Il est là au milieu et le capucin d'Évreux. Je vous montre ici la dernière parole. Leur ayant donné toute liberté de parler, liberté donc, tant pour me remettre en bon état de ne plus rire, et il voulait s'arrêter de rire, que pour satisfaire la ferveur des indigènes, pour donner issue à leur ferveur, je commençais à leur faire entendre que ce n'était pas ce que je demandais avant de conférer le baptême, la connaissance de Dieu et des autres choses qui dépendent de notre religion. Et voici donc à la fin une épiphanie de la voix où les indigènes se mettent à parler correctement. Voici donc la conclusion que nous pouvons tirer de ces conférences. Pour conclure, je dois vous dire qu'il s'agit d'une invention possible du sauvage et il faut pénétrer dans les filigranes du texte pour comprendre cette production. Il s'agit d'une production de présence à cette époque-là et pour nous, tout ce moyen technique, cette ressource technique d'amplification, elle diminue ici dans le monde contemporain. Et nous avons la figure d'un sauvage convertible parce qu'éloquent et également la configuration d'une utopie, l'utopie d'une union franco-française stupide qui ne va jamais se produire. Je souhaite passer la parole à Antoine en lui demandant si ce serait pas cette projection dans un avenir franco-utopie qui n'a jamais existé, qui rend le sauvage éloquent, n'est-ce pas? Cette projection dans cette utopie qui rend le sauvage éloquent, car en fait, l'Europe va devoir faire face à ces figures d'autorité au XVIIIe siècle. Antoine Lilti va en parler. Peut-être on doit aller pas à la recherche de l'utopie, mais au primitivisme sauvage pour pouvoir fournir les avatars de l'autocritique selon laquelle l'autocritique que les Européens recherchaient à cette époque-là. À présent, je passe la parole à quelqu'un qui va pouvoir en parler. Je m'excuse des difficultés.
A gente passa a palavra ao professor Antoine Lilti, Nous passons la parole au professeur Antoine Lilti et nous remercions de cette communication qui nous donne des clés de révélation de ces textes des chroniqueurs religieux. Merci beaucoup, bonsoir, bonjour, bon après-midi, boa tarde à todos. C'est évidemment, donc merci, je suis très heureux d'être là grâce à Iris, grâce à Andrea, grâce au service du consulat et donc de pouvoir participer à cette troisième semaine franco-ouspienne et de poursuivre avec Andrea cette conversation, elle l'a dit, cette série de conférences, comme disait au XVIe siècle, autour de cette question du rapport des Européens avec cette figure à la fois de l'altérité sauvage, en mettant les guillemets, on ne les mettait pas au XVIe siècle, on commence à les mettre au XVIIIe siècle, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Et c'est évidemment difficile de parler après Andrea, qui a heureusement retrouvé son oralité. On était très inquiets pour elle, mais voilà. Alors j'espère que ça va durer, mais voilà, si pour une oralité retrouvée et dans toute reconquise, dans toute son énergie, son énergia. Et donc évidemment, je serai sans doute à la fois moins précis et plus général, mais je voudrais surtout m'inscrire dans une continuité, rupture, puisque évidemment, moi j'arrive plus tard en quelque sorte avec le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, et on a, vous allez le voir, c'est ce que je voudrais vous montrer, une continuité de la réflexion sur la façon d'intégrer cette figure de pensée, une utopie qui soit celle d'une union, d'une amitié, et donc d'une alliance inégale. Là, les termes peuvent tout à fait se retrouver entre les Français et ou les Européens et ces figures dites sauvages. Et puis, en même temps, on verra qu'il y a des formes très frappantes de discontinuité, de rupture. La plus importante étant que la question de la conversion n'est plus du tout centrale, ou en tout cas pas de la question de la conversion religieuse, mais un autre type de conversion qui est la conversion. Alors le terme déjà de civiliser est arrivé, mais une civilisation par les mœurs, beaucoup plus que par la religion. Et deuxième changement, on n'est plus dans l'utopie de la conversion, mais on est dans le scepticisme à l'égard de la possibilité même de faire advenir cette civilisation des sauvages, pour reprendre le terme. Au XVIe siècle, au XVIIe siècle, et au début du XVIIe siècle, dans le cas étudié par Andrea, évidemment, la figure du sauvage, elle est très fortement, elle renvoie aux figures des autochtones américains, rencontrés donc à partir de la fin du XVe siècle, et donc jusqu'au XVIIe siècle, et même jusqu'au début du XVIIIe siècle, dans la pensée européenne, cette figure de l'altérité sauvage, c'est une figure qui renvoie donc aux autochtones américains. C'est encore vrai au début du XVIIIe siècle, c'est intéressant de le noter, parce que par exemple en 1725, on a une ambassade de chefs illinois, alors venus cette fois donc d'Amérique du Nord, on n'est plus du côté des Tupinambas. C'est donc l'Amérique française au nord, la Nouvelle-France, et donc ces chefs illinois viennent à Paris en 1725. Ils sont reçus par le jeune Louis XV à Fontainebleau. Ils visitent Paris. Ils donnent un spectacle musical, un spectacle dansé à l'Opéra de Paris. Et c'est un spectacle qui a eu des conséquences dans l'histoire culturelle française parce que Jean-François Rameau, donc le fameux compositeur, assiste à ce spectacle et va trouver l'inspiration pour une œuvre qui s'appelle donc la fameuse danse du calumet de la paix, qu'on appellera plus tard justement la danse des sauvages, et qui est une partie des Indes galantes. Et alors c'est intéressant, mais on va revenir dans la discussion sur le fait que les Indes galantes, cette œuvre de Rameau, et notamment la partie
le thème de la danse des sauvages, de la danse du calumet de la paix, est devenu maintenant, là, ces dernières années, a fait un retour extrêmement fort avec des mises en scène, avec un film. C'est devenu vraiment un thème musical qu'on entend très souvent, mais en fait, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on oublie, c'est qu'il vient justement d'une visite de cette délégation illinoise à Paris en 1725. Il n'empêche qu'à partir du milieu du XVIIIe siècle, je dirais, petite note au traducteur et à la traductrice, hein, n'hésitez pas à me faire savoir si le micro est pas bien placé. Et donc, à partir des années 1750, fondamentalement, ce n'est plus du côté de l'Amérique que les Européens vont chercher à penser la question de l'altérité sauvage, c'est du côté du Pacifique. Voilà. Il y a un nouveau monde qui est lié aux grandes explorations du Pacifique, notamment avec le voyage du côté français, c'est le voyage de Bougainville, le voyage autour du monde de Bougainville. Hein, il part en 1766 et il revient en 1769, et en particulier l'année 1768, donc après avoir passé le détroit de Magellan, il arrive en Polynésie, enfin ce qu'on appelle, on appellera plus tard la Polynésie, ce qu'on appelle aujourd'hui la Polynésie française, notamment il arrive à Tahiti, on va appeler la découverte de Tahiti, où là il a l'impression de découvrir, en tout cas de rencontrer une île paradisiaque qu'il va appeler la Nouvelle Citerre, une île paradisiaque et une humanité nouvelle, des sauvages, mais là des sauvages qui sont des êtres vivant dans le bonheur, vivant dans la simplicité, vivant dans la vertu, ignorant le péché, et notamment qui accueillent les Européens à la fois avec une très grande hospitalité, en leur offrant à manger, en leur offrant de l'eau fraîche, des fruits, mais aussi avec les femmes tahitiennes offrant une hospitalité érotique qui évidemment à la fois surprend beaucoup les marins français, ne leur déplaît pas après un an passé à bord uniquement entre hommes, mais en tout cas ça va être raconté beaucoup à Paris et ça suscite ce qu'on appelle ensuite le mythe de Tahiti, c'est-à-dire l'idée qu'il y a ces hommes dans le Pacifique qui étaient jusque-là, qui n'avaient eu aucun contact, c'est une île, hein, donc en plus il y a le modèle de l'île qui est très fort, qui n'avait jusque-là aucun contact avec le reste de l'humanité, vivant donc en autarcie, dans une espèce de bonheur primaire, édénique, hein, c'est-à-dire vraiment l'idée d'un paradis terrestre, et ça va avoir énormément d'effets. Bougainville, mais il y a toute une série d'autres voyages, puisque juste l'année précédente, l'anglais Wallis avait déjà fait un tour du monde dans lequel il s'était arrêté lui aussi à Tahiti, ce qui fait qu'en fait Bougainville n'est pas du tout le premier Européen à arriver à Tahiti, mais il ne le sait pas, il l'apprendra en revenant en France. Et puis, surtout, ensuite, il y a les 3 voyages du capitaine Cook, qui va explorer tout le Pacifique. Vous savez que ça se terminera mal pour lui, puisque lors de son 3e voyage en 1779, il meurt à Hawaï. Donc les 3 voyages sont des grands voyages d'exploration scientifique, de cartographie, puisque Cook est aussi, Iris le sait bien, un cartographe et un géographe. Donc vraiment les Européens, alors que le Pacifique jusque-là était un monde inconnu. Et donc l'Europe se passionne pour ce nouveau monde qui est celui du Pacifique. Et donc on a, de ce point de vue-là, un décalage géographique de cette question du sauvage et de ce qu'on fait avec cette figure-là. Est-ce qu'on doit le convertir, non pas la convertir au catholicisme, mais le convertir à la civilisation, ou est-ce qu'on doit au contraire en prendre des leçons et ça c'est là que la spécificité de la pensée des Lumières, pour critiquer ou pour remettre en cause un certain nombre d'éléments justement de la société du XVIIIe siècle. C'est ce que font toute une série d'auteurs qui vont justement mettre en scène la façon dont ces figures, ce mythe de Tahiti dénonce par écho les hypocrisies, les dérives, les excès
des sociétés européennes. Donc on a cette tension, est-ce qu'il s'agit de faire rentrer l'État haïtien dans ce processus de civilisation, du progrès qui est celui des Lumières, ou est-ce qu'au contraire, il faut les utiliser comme des ressources critiques pour justement penser, par exemple, l'hypocrisie de la morale sexuelle européenne, héritée du christianisme. Et il y a toute une partie, évidemment, de la pensée des Lumières qui va s'engouffrer dans cette voie-là. Donc, ça, c'est quelque chose, je suis en train de vous résumer, pour me dire, bon, c'est bien, mais enfin, tout ça, on le sait, c'est connu, d'accord, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant de ce point de vue-là, si on s'intéresse à cette question à la fois du mythe, de la représentation et surtout de la confrontation et des constructions textuelles permettant de mettre en scène la confrontation avec cette altérité sauvage, plutôt que de s'interroger toujours sur des textes qui discutent l'arrivée, enfin la rencontre ou le contact sur le terrain justement des sauvages, que ce soit en Amérique avec les missionnaires ou que ce soit dans le Pacifique avec les scientifiques et les navigateurs européens du XVIIIe siècle. Et une autre manière d'aborder la question, c'est de voir ce qu'il se passe lorsque ces figures de l'altérité sauvage viennent en Europe. Alors, des Amérindiens venus en Europe au XVIe et au XVIIe siècle, il y en a énormément, d'ailleurs on en a vu quelques-uns, Andrea, dans ton exposé. Des Tahitiens, c'est beaucoup moins connu, mais il y en a deux. Il y en a un qui vient à Londres, que Cook va ramener à Londres en 1774, qui s'appelle Mai, que les Anglais appellent Omai, et qui va repartir ensuite et être réinstallé dans une petite île qui s'appelle Raiatea, à côté de Tahiti, et qui va passer, donc il passe quand même 2 ans à Londres, où il va apprendre à faire du patin à glace sur la Tamise gelée, où il va apprendre à faire du cheval, où il va donc se frotter comme ça à toute une série de pratiques de la civilisation britannique. Je passe sur Mai et je m'intéresse à un autre personnage qui s'appelle Aoturu. Et Aoturu, c'est un Tahitien qui va s'embarquer avec Bougainville et va venir en France, passe 1 an en France, repartira ensuite pour l'île de France, c'est-à-dire en fait ce qui est aujourd'hui l'île Maurice, pour rejoindre son île, malheureusement, et vous avez déjà pas de suspense, je vous le dis, malheureusement, tristement, Aoturu meurt à Madagascar sur le chemin du retour. Mais il aura quand même passé 1 an en France, et cette confrontation, cette présence, alors pour le coup, voilà une présence, mais qui n'est pas une présence uniquement textuelle ou une présence uniquement orale, mais vraiment une présence physique à Paris, de cette figure. Alors ça m'a toujours étonné parce que on a tout ce thème sur toute cette littérature sur l'invention du mythe de Tahiti au XVIIIe siècle et on ne s'est jamais interrogé sur la présence d'un Tahitien à Paris qui passe 1 an en 1769, qui est présenté à tous les savants, qui est présenté à la cour, qui fréquente la vie parisienne. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce séjour d'Aoturu à Paris? En fait, on peut en dire beaucoup de choses, mais déjà 15h25, donc je ne vais pas être trop long. Je vais juste prendre 2 textes pour en dire un mot parmi la masse puisqu'évidemment, de toute façon, il y a une présence physique, mais nous, en tant qu'historiens, on n'a que des textes. Donc, de toute façon, cette présence, elle est médiatisée par de la documentation écrite. Et parmi la masse de textes, qu'on peut commenter, je vais en commenter 2. Le premier, c'est un texte de Denis Diderot qui s'appelle Le supplément au voyage de Bougainville, qui est un texte que Diderot donc a écrit en 1771 après avoir lu Le voyage autour du monde de Bougainville. Donc Bougainville a écrit un livre qui raconte son voyage. Aoturu, lui, Diderot, lui, va écrire un supplément imaginaire, où il imagine des chapitres inédits du livre de Bougainville. C'est un texte très important parce que c'est un texte, je le cite souvent, parce que c'est un texte qui est dans lequel il y a justement des harangues qui reprennent un motif
un motif rhétorique qui vient, on l'a vu, qui vient de loin, notamment des harangues d'une grande violence anticoloniale, et c'est notamment la harangue du vieillard tahitien au début du texte, et qui vraiment dénonce l'impérialisme, donc cette arrivée des Européens, non pas comme justement la belle histoire de la rencontre et de la découverte scientifique, mais au contraire comme une opération impérialiste annonçant des violences coloniales à venir. Bon, on a ça chez Diderot, mais ce qui m'intéresse là aujourd'hui, c'est autre chose, c'est dans le préambule du supplément. C'est un dialogue entre deux figures, A et B, et l'un dit à l'autre, est-ce que vous avez lu le voyage de Bougainville? Oui, oui, je l'ai lu. Et donc ils en parlent, et puis au bout d'un moment, l'un dit à l'autre, est-ce que vous avez... il paraît que Bougainville a ramené avec lui un sauvage de cette île. Et l'autre personnage, qui est censé être Diderot, le porte-parole de Diderot, dit, oui, je l'ai vu, il s'appelait Aotourou. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on voit apparaître ce nom d'Aotourou dans ce texte de Diderot. Donc, c'est l'entrée d'Aotourou dans la littérature française, dans le corpus littéraire, et pas chez n'importe qui, donc c'est un auteur tout à fait majeur. Et ensuite, Diderot dit, il s'appelait Aotourou, il en parle un peu, il raconte, j'avais quand même mis un passage rapidement, mais du coup, il lui dit, voilà, je l'ai rencontré, voilà, je l'ai vu, il s'appelait Aotourou, à la première terre qu'il aperçut, il l'a pris pour la patrie du voyageur, soit qu'on lui en dû imposer sur la longueur du voyage, soit que trompé par le peu de distance apparente des bords de la mer qu'il habitait, il ignora la véritable étendue de la terre, etc., etc. Je passe, et surtout, voilà, il dit, il ne cessait de soupirer après son pays. Donc, en fait, il ne s'intéresse à rien de ce qu'il voit. Il est enfermé dans une espèce de mélancolie, de tristesse, de nostalgie de son île. Et à la fin de ce petit passage, c'est pas très long, ça fait une page, et donc suite du dialogue, ô Aotourou, que tu seras content de revoir ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, que leur diras-tu de nous? Réponse, peu de choses, donc c'est un dialogue entre deux personnages, peu de choses et qu'ils ne croiront pas. Pourquoi peu de choses? Parce qu'il en a peu conçu et qu'il ne trouvera dans sa langue aucun terme correspondant à celle dont il a quelques idées. Et pourquoi ne le croiront-ils pas? Parce qu'en comparant leurs mœurs aux nôtres, ils aimeront mieux prendre Aotourou pour un menteur que de nous croire si fous. Alors, vous voyez, le deuxième aspect, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est on utilise Aotourou et son histoire pour en fait critiquer, et Diderot va développer, mais critiquer les mœurs des Européens. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas croire ce qu'il leur racontera parce que on est tellement absurde, les sociétés européennes sont tellement absurdes qu'ils préféreront encore penser qu'il est un menteur. Mais plus intéressant, c'est ce qu'il y a juste avant. Donc là, c'est la question de la langue, mais qui n'est pas tellement la question de l'accès à la vérité divine à travers la langue. Là, c'est la question de l'accès à la compréhension même de la rencontre. Et en fait, Aotourou n'est pas capable, d'après Diderot, de comprendre ce qui lui arrive. En fait, il est monté sur le bateau, mais il ne savait pas où il allait, il ne s'imaginait pas aller si loin, et depuis, il ne fait en gros que soupirer, pleurer, s'intéresse à rien, il attend de rentrer, et il n'a pas les mots dans sa langue pour comprendre ce qui lui arrive. Et ce qui est évidemment tout à fait frappant, c'est que dans ce texte, qui est par ailleurs un texte d'une grande radicalité critique et anticoloniale, Diderot, qui a fréquenté, qui avait à Paris à disposition un Tahitien ramené par Bougainville, qu'il a sans doute vu, en tout cas qui dit avoir vu, eh bien, il n'en fait rien. C'est-à-dire qu'au lieu de, là aussi, au lieu de lui donner la parole, non seulement il ne la lui donne pas, mais il la lui dénie. Il considère que
ne sert à rien de réfléchir à ce qu'a pu vivre Aoturu, puisque Aoturu n'était pas capable de penser. Et donc même chez un auteur aussi avancé, on aurait envie de dire, c'est-à-dire aussi critique de l'arrogance européenne que Diderot, eh bien, on trouve cette impossibilité à penser que l'autochtone, en l'occurrence le tahitien, soit capable de penser les effets du contact. Et que fait Diderot par la suite du texte? Donc ça, c'est au début. Ensuite, il ne parlera plus jamais d'Aoturu, mais en revanche, il va inventer deux figures tahitiennes, qui sont des personnages fictifs, donc le vieillard qui tient le discours critique, et puis un personnage qui s'appelle Oru, et qui est une figure en fait de philosophe tahitien, le philosophe sauvage, aussi c'est une grande figure rhétorique classique, le philosophe sauvage. Mais donc, il écarte ce vrai tahitien qui était, et donc, il annule sa présence, si vous voulez, pour créer un effet littéraire plus puissant, d'une certaine manière, qui est celle de la fiction, du personnage de fiction. Et ce qui est derrière, alors effectivement, on peut le dire en termes en termes symboliques d'effacement de la parole. Vous savez que c'est grand thème de la pensée postcoloniale. Est-ce que les subalternes peuvent parler? Est-ce qu'il y a une pensée subalterne? Donc là, Diderot, évidemment, nie le fait qu'il y ait une pensée ou qu'il y ait une parole. Il ne peut pas y avoir de parole subalterne parce qu'il n'y a pas de langue permettant de rendre compte d'une expérience. Et donc, mais ce qui est important, c'est que, inversement, cette expérience, elle n'est pas perdue pour tout le monde. Cette expérience mise en fiction, elle devient un effet pour la pensée européenne de compréhension critique de sa société. Et là, on est assez loin des usages vers la conversion. Et Diderot écrira dans un texte un peu plus tard, mais juste 2 ans plus tard, dans un texte de l'histoire qu'il va insérer dans l'histoire philosophique des 2 Indes de la Bérénale, il écrira cette chose extraordinaire, il dit « C'est l'ignorance des sauvages qui a éclairé, en quelque sorte, les peuples policés. » Donc les sauvages sont ignorants, leur langue ne leur permet pas de comprendre cette expérience, mais en revanche, cette ignorance, cette expérience, permet aux peuples policés, c'est-à-dire aux Européens éclairés, de s'éclairer, c'est-à-dire non pas de convaincre qu'ils ont raison, mais de comprendre les limites de leur propre société, de leur propre expérience. Vous voyez, c'est très compliqué, c'est compliqué, c'est assez retors ce geste de Diderot, et là on voit que cette confrontation avec une présence de ce tahitien à Aoturu embraye sur de la critique sociale et politique, mais embraye aussi sur une non-reconnaissance de l'expérience de l'autre. Deuxième texte, j'allais plus vite, il y a quelqu'un qui, en revanche, il y a un autre intellectuel, écrivain, philosophe, qui lui va prendre plus au sérieux cette question de la présence physique d'Aoturu, c'est la Condamine. La Condamine, vous le savez sans doute, c'est un des grands savants des Lumières, et notamment qui était connu pour avoir fait un grand voyage en Amérique du Sud. Il a traversé l'Amazone, il a remonté l'Amazone, il a traversé l'Amazonie, et il est allé au Pérou. Il est revenu en France, donc il était très connu, il était considéré comme un des grands explorateurs, savants, philosophes du XVIIIe siècle, et il demande à rencontrer Aoturu. Donc il va chez Bougainville, parce que Aoturu logeait chez Bougainville, il va faire un rapport, et on a ce rapport, on a une note manuscrite, avec d'ailleurs des commentaires d'un autre savant de l'époque qui s'appelait Charles de Brosse, et la Condamine, c'est très intéressant, parce que lui, il décrit physiquement Aoturu, il essaye de parler avec lui. Alors sur la parole, c'est très intéressant parce que d'une part, ça va être un des grands problèmes d'Aoturu, c'est qu'il n'arrivera jamais à parler français correctement. La Condamine est presque sourd,
Et donc, il utilise un cornet acoustique. Alors, il y aurait beaucoup à dire. On pourrait commenter très longuement la question de l'oralité parce que il a un cornet acoustique et il écrit d'ailleurs. Ce Aotourou, j'ai pas réussi beaucoup à parler avec lui, mais il est très intelligent parce qu'il a très bien compris à quoi servait mon cornet acoustique. Hein. Il lui a dit, comme ils ont quelques mots quand même de tahitien qu'ils ont réussi à récupérer, oreille morte. Donc, et la condamine est assez impressionné de voir que ce type qui arrive d'une île du Pacifique comprend très bien l'utilisation du cornet acoustique. Donc là, on est dans la médiation technique, mais pas imprimée, de la question de la parole. Donc ça, c'est très intéressant. Mais je finis juste par un autre élément, c'est que la condamine, dans tout le texte, il hésite et il ne sait pas très bien comment l'appeler, ce tahitien. Et donc, il l'appelle l'insulaire de la mer du Sud, il l'appelle le tahitien, et il y a un moment où ça lui échappe, il dit le sauvage. Et ensuite, il se reprend tout de suite en disant « mais j'ai tort de l'appeler comme ça parce que Monsieur de Bougainville, à juste titre, ne veut pas qu'on l'appelle comme ça. » Et en fait, c'est à quel moment ça lui échappe de l'appeler le sauvage et qu'il raconte une anecdote. Et cette anecdote, c'est le fait que donc chez Bougainville, il y avait un tableau typique de ces tableaux rococo du XVIIIe siècle avec, dit la condamine, une Vénus à moitié nue. Donc, vous imaginez les tableaux de Boucher, de Fragonard, avec des déesses dénudées, pas tout à fait nues parce qu'elle avait quand même un voile qui cachait son sexe. Et le Aotourou se précipite vers le tableau et fait mine de retirer le voile qui dissimule la déesse. Et du coup, et alors ça choque beaucoup, ça choque beaucoup la condamine. Il dit bon, c'est vraiment un sauvage. Il n'est pas capable de faire la différence entre une œuvre d'art et une vraie femme, et il n'est pas capable de retenir ses pulsions. Et puis il dit mais non, mais j'ai tort de l'appeler comme ça. D'ailleurs, en réalité, il n'y a aucune raison de l'appeler sauvage, hein, sauf, et là on retrouve la question de la langue, hein, sauf à considérer que le propre de la civilisation, c'est d'avoir dans sa langue des mots qu'on a honte de prononcer tout haut. Autrement dit, finalement, ce geste de Aotourou n'est pas la marque de la sauvagerie, mais au contraire une espèce de franchise, de naturel, qui vient au contraire révéler et dénoncer l'hypocrisie de la société européenne, qui a un rapport complexe et justement oui, hypocrite ou non naturel à la question du désir et à l'érotisme. Et donc, ces deux, voilà, je choisis ces deux textes pour vous montrer que les auteurs, un philosophe, un savant, tous les deux des encyclopédistes, voilà, du XVIIIe siècle, confrontés à la présence physique de ce tahitien, de ce premier tahitien venu en Europe, réagissent de façon en réalité ambiguë. Ils sont à la fois fascinés, ça les conduit à remettre en question un certain nombre de convictions, de certitudes des Européens et de la théorie des Lumières, c'est-à-dire notamment d'une idée du progrès de la civilisation, et en même temps, cette question de savoir quel est le statut de l'expérience vécue par Aotourou dans son propre voyage est quelque chose qu'ils n'arrivent pas encore à penser. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les outils que l'ethnographie ou les sciences sociales mettront en place. Et donc ils sont encore enfermés, malgré tous leurs efforts, ils restent enfermés dans une certaine représentation asymétrique et donc inégale du type des sociétés humaines. Voilà, je m'arrête là-dessus et je vous remercie. Como agradecer as duas apresentações. Nous remercions
les deux communications qui ont été très articulées. Il s'agit de deux temporalités différentes qui nous invitent à nous pencher sur les processus de rencontres, rencontres et de non-rencontres, ces perceptions, ces aperçus sur les projections européennes à propos des peuples non européens et dans quelle mesure ceci nourrit la réflexion critique. C'est le début de l'essayisme. Je pensais à Montaigne, par exemple, qui réapparaît dans la pensée des Lumières. Ma première question, juste pour commencer, est dans quelle mesure Montaigne était-il lu au XVIIIe siècle? Et cette réflexivité critique se combinait-elle avec une ethnographie comparée, avec le problème de la différence et de l'unité du genre humain? Car si au XVIIIe siècle, la question de l'unité est centrale, un point de partie, d'un point de départ, il y a déjà une discussion plus vaste sur la diversité, polygénie, etc. Il y a une comparabilité qui est en cause, de pouvoir comparer, et ceci donc est en cause. Alors, juste pour lancer le débat, je vous invite tous à formuler vos questions, vos commentaires, vos doutes. Il y a un micro disponible. Milena? Boa tarde, agradeço também a fala dos professores que... Bonjour, je remercie les conférenciers. Ma question est plutôt adressée au professeur Lilti. Ici, la conférence était sur le XVIIe siècle, un thème sur le XVIIIe siècle, et vous avez dit que l'intérêt des Français se tourne vers le Pacifique au XVIIIe siècle. Et je me demande sur le développement des compagnies de commerce, des compagnies françaises de commerce à cette époque-là, il y avait cet intérêt par rapport au Nouveau Monde, au Pacifique, et cette réflexion qui est celle de civiliser à partir des mœurs. Alors, et par rapport aux Africains, aux Afro, à ces peuples, sont-ils susceptibles d'être civilisés par les Européens? Est-ce que c'était un thème qui était abordé par les philosophes de cette époque? Je me demande ça justement parce que je pense à la question de la diversité que vous avez évoquée dans cette période-là. Merci beaucoup. La inclusion des Africains dans le monde français du salon de tradução. Là, il n'y en a pas, non. Non. Tem uma pergunta aqui. Não, melhor fazer Ça va, ça va, ça va. Mais, Não está funcionando? não. Ok, só minuto. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Tem outro Donc, aqui, Cláudia. Tem outro aqui. Eu passo para ele aqui, tá? Tá bem. Il y en a un autre ici. Donc, oui, merci pour la question. Donc, effectivement, donc, il y a de manière globale, les Lumières sont partagées entre, d'une part, l'affirmation d'une humanité commune. Donc, il y a l'affirmation
même si effectivement, et c'était la question d'Iris tout à l'heure, il y a des penseurs du polygénisme, mais qui sont néanmoins minoritaires. La majorité sont des penseurs au XVIIIe siècle, sont des penseurs monogénistes. Bon, l'exception, c'est Voltaire, qui est un polygéniste. Mais un polygénisme qui est compliqué parce qu'en fait, vraiment son objectif dans sa pensée du polygénisme, c'est de détruire le récit de la Genèse biblique. Donc, bon, c'est ça le polygénisme de Voltaire. Mais néanmoins, il est polygéniste. La plupart sont des auteurs monogénistes qui essayent de penser l'unité de la nature humaine, mais là-dessus, sur cette base, ils vont effectivement faire toute une série de distinctions d'espèces et avec progressivement la formalisation de typologies raciales qui vont émerger. Disons qu'il faut faire attention au vocabulaire de la race parce qu'il est très présent au XVIIIe siècle. Il n'a pas forcément le sens qu'on lui donne aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on projette des choses, notamment, qui vont apparaître au XIXe siècle, qui sont des topologies physiques nettes, alors que race est souvent utilisée au XVIIIe siècle pour désigner des groupes humains. Il y a différentes races, il y a différents groupes humains définis à la fois par l'apparence physique, mais aussi par la langue et par la culture. Mais il est vrai que la fin du XVIIIe siècle va aller vers une radicalisation des typologies raciales. Là-dedans, deux choses. D'une part, pour relier à mon sujet, le Pacifique va jouer un rôle très important dans ces typologies, parce que justement, il y a la question, ça devient un observatoire et même un laboratoire de la pensée des différences ethniques et raciales, donc, et notamment avec l'invention d'une opposition entre les Polynésiens plus clairs et les Mélanésiens à la peau plus sombre. Et donc cette idée de la couleur de l'épiderme plus ou moins claire et plus ou moins sombre devient un élément très important et en fait un nouveau de structuration de la représentation de la diversité humaine. Et puis évidemment, et c'est votre question, la question des Africains devient tout à fait importante. Vous savez qu'en gros, il y a un grand débat entre ceux qui pensent que l'esclavage, qui est évidemment la traite, puisque cette période du XVIIIe siècle est un moment massif de déportation des Africains vers les colonies américaines, les Antilles, l'Amérique du Nord et puis évidemment le Brésil. Est-ce que c'est la disqualification raciale des Africains qui a permis et autorisé l'esclavage, ou est-ce que c'est l'inverse? Ça, c'est le grand débat. Aujourd'hui, le consensus historiographique, il est plutôt pour dire que c'est l'inverse, voire pour dire que en fait, c'est le début ce sont les abolitions de l'esclavage qui ont renforcé le racisme, parce qu'en fait, la construction des typologies raciales, parce qu'en fait, c'est dans les sociétés post-esclavagistes que la construction d'un système d'inégalité raciale fondé sur la couleur de la peau est d'autant plus importante pour continuer à maintenir des sociétés inégalitaires dès lors que l'esclavage a disparu. Dernier point, il n'empêche, donc c'est vrai qu'il y a tout cet élément durcissement des typologies raciales et centralité de la question de la couleur de l'épiderme dans la représentation de ces différences. Néanmoins, il est vrai qu'il y a aussi dans la pensée des Lumières l'émergence de discours extrêmement inclusifs et égalitaires et affirmant la totale égalité, notamment des Africains. Et par exemple, il y a un très beau texte de Condorcet qui s'appelle « Les réflexions sur l'esclavage des Noirs », qu'il écrit avant la Révolution, en 1780, qui republie en 1788. Il l'écrit avec un pseudonyme qui est quand même assez bien trouvé, M. Schwartz, évidemment en allemand M. Noir, et dans lequel il fait non seulement un plaidoyer pour l'abolition de l'esclavage, mais surtout un plaidoyer pour l'égalité, absolue égalité des hommes, et notamment des Africains noirs. Et donc voilà, c'est un texte intéressant parce qu'il vous montre que quelqu'un qui est tout à fait central dans la pensée des Lumières pouvait aussi tenir ce discours extrêmement inclusif
de reconnaissance de la parfaite égalité raciale. Donc voilà, c'est pour dire que la pensée des Lumières sur ces questions, elle est complexe. Il n'y a pas du tout il n'y a pas une pensée. On ne peut pas dire ah ben, les Lumières ont construit le racisme ou oh, les Lumières ont défendu l'égalité humaine. En fait, ils sont divisés sur cette question qui devient centrale par l'effet même du commerce colonial et de la traite. Je peux parler français. Je voudrais quand même, pendant que Antoine faisait son intervention, je pensais à quelque chose. On est en 2024, 100 ans du premier manifeste des surréalistes. Et là, si on fait une généalogie quand même des représentations du sauvage, on va retrouver dans les textes surréalistes, dans le mouvement surréaliste, une valorisation très importante de l'art africain, de l'art ossianien. Hein, voilà. Et ça, c'est peut-être, c'est la marque au début du XXe siècle d'un turning point, d'un moment, je dirais, très important, d'une représentation totalement, disons, nouvelle, voilà. Mais bon, ça c'est dans une généalogie de longue haleine, hein, voilà. Bom, eu te me apresentar, eu sou Ralu, né? Eu faço Je vais me présenter, je m'appelle Ralou, je m'intéresse en particulier à l'immigration japonaise et je fais de la recherche à la USP. J'ai une question qui est dirigée à Andrea en particulier. Andrea, j'ai une question concernant la question spatiale. Je voudrais savoir, Andrea, si dans le cas japonais, quel est le problème dans le cas de l'immigration japonaise, c'était justement la question spatiale, hein, le dialogue. Donc, par exemple, les Japonais savaient parler latin, ce qui, en raison de l'historique hein, avec les Jésuites. Donc, ils ont discuté avec François Xavier pendant le royaume de Navarre. Donc, ça, c'est dans le cas des Japonais. Et ce qui m'a semblé intéressant, moi, dans votre intervention, c'est justement que vous avez parlé de ce dialogue hein, des Tupinamba, les chefs à Saint-Louis, etc. Mais le dialogue était avec l'ordre des Capucins. Ce qui m'a marqué, c'est justement que l'ordre des Capucins apparaît bien avant, puisque l'ordre des Jésuites, c'est 1513. Les franciscains, oui. Alors les Capucins après, avec Saint François d'Assise. Mais quand, par exemple, à Assise, François d'Assise, c'était plutôt un ordre qui est apparu, disons, dans des régions plutôt urbaines. Donc, il crée un charisme spécifique et à partir donc des urbains, des terrains abandonnés, il crée l'ordre. Et c'est justement cet ordre-là qui, à son origine, n'a pas véritablement la question spatiale en jeu. Donc, en l'occurrence, le latin, le corps non séparé, disons non séparé du langage, qu'ils vont être les interlocuteurs dans le cas brésilien, comme vous venez de le dire. Donc, moi, ma question pour Andrea, c'est pourquoi, par exemple, ces textes, ces premiers textes-là, hein, vous avez d'ailleurs dit qu'ils ont été traduits hein, par Antonio Araujo. Oui, c'est ça exactement, ces textes du père Anchieta. On sait très bien que le père Anchieta, il était de Tenerife. Il venait de Tenerife, c'est-à-dire d'un endroit beaucoup plus court, hein, plus petit, beaucoup plus court que Navarre, qui a une histoire plus courte que Navarre. C'est ça la question. Ces capucins, est-ce qu'ils étaient plus aptes à développer des dialogues avec les chefs Tupinamba? C'est ça la question. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, monsieur. Peut-être que j'ai compris l'idée globale, puisqu'il y a beaucoup de choses que vous avez dit, vous avez évoqué de nombreuses choses, et je ne sais pas vraiment comment établir un lien entre ce que vous faites. Est-ce que cet ordre était plus apte? Je ne sais pas vraiment comment répondre à votre question. En tout cas, je pense que c'est très intéressant que vous ayez évoqué cette
que vous ayez soulevé ces questions-là, puisque je vais parler encore plus rapide pour voir si j'arrive à clarifier ma voix. Dans le livre que vous venez de mentionner, là, qui parle des questions que je viens d'évoquer aujourd'hui, évidemment, j'ai cherché, j'ai tenté d'identifier des dialogues, hein, vous voyez, qui auraient été établis avec les Indiens. Des dialogues. Je ne parle pas de catéchisme, hein, ça c'est différent, le catéchisme. C'est complètement différent. Et en réalité, il y a 3 exemples, hein, proprement parlé, qu'on peut évoquer. Là. 3 exemples et aucun de plus. Tout d'abord, les dialogues qui se tiennent au début du XVIe siècle au Mexique. Hein, ce sont des dialogues entre des Mexicains et des Franciscains, hein, qui viennent d'arriver au Mexique. En fait, c'était des dialogues qui ont été transcrits par le père Bernardino de Saragon, qui ont été retranscrits, en fait. Et d'ailleurs, moi, j'ai tout un travail sur ces dialogues-là. Et les dialogues établis par les jésuites avec les bons os au Japon. C'était pas en latin, pour le coup. C'était pas en latin. Et c'était à travers des interprètes qui étaient donc également des interprètes jésuites. Ces dialogues ont été en réalité traduits à travers truchement des interprètes de japonais, d'accord, par les jésuites. Et nous savons cela grâce à l'épistolographie. Le traducteur a eu un problème de connexion. C'est un passage qui est totalement transcrit dans les lettres. Et les bons répondront. Et le père a dit que... donc voilà, nous avons évidemment toute la formulation. Si c'était ça votre question, nous avons toute une espèce de mise en scène, en fait, hein, de ces dialogues avec ces Japonais. C'est d'ailleurs là que j'ai utilisé des outils comparatifs, hein, par rapport au dialogue des Capucins. En réalité, il n'y a pas véritablement un ordre religieux qui serait plus apte qu'un autre au dialogue. Hein. C'est la constitution plutôt d'une scène, je dirais, en l'occurrence dans mon cas d'une scène mystique. Hein. C'est ce que je dirais par rapport à ce qu'Antoine a dit ensuite. Hein. Donc l'établissement d'une scène et ensuite des échanges dans le cadre d'un dialogue. D'accord ? Diégétique, c'est le passage du discours direct à l'indirect. C'est ça qu'on peut dire. Un autre élément qui me semble important de clarifier, et ça renvoie d'ailleurs à ce qu'Antoine vient de dire, c'est qu'il existe une figure, c'est la figure de la prosopopée. La prosopopée, c'est une figure qui consiste à faire parler l'autre, qui a été théorisée d'ailleurs dans de très nombreux traités depuis le XVIe siècle. C'est donc la prosopopée, c'est-à-dire faire parler l'autre, qui permet l'inclusion des voix autochtones, en l'occurrence indigènes, dans ce récit. Dans le cas dont Antoine nous parle, qui est naturellement, peu importe si l'autochtone en question a véritablement existé, s'il a véritablement parlé, peu importe s'il y a véritablement de preuves empiriques, ce qui compte, c'est que la ressource discursive, c'est la prosopopée. Bien sûr, de la construction fictionnelle, mais également dans le cas, évidemment, de la supposée transcription autopsiale de la parole indigène. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ce sont des clés de lecture, Andrea, c'est ça, qui nous font en sorte qu'on ne lise pas ces documents de façon ingénue, hein, en prenant la partie pour le tout. C'est cette mise en scène, hein, des harangues peut-être qui... Mais il y a une différence entre une mutation des XVIe et XVIIe siècles. Hein. D'ailleurs, j'en profite par curiosité pour vous demander, entre cette mise en scène du dialogue et représentation du dialogue entre les XVIe et XVIIe siècles. Oui, bien sûr, Iris. Hein. Moi, je parle d'une scène mystique. Hein. C'est le sous-titre d'ailleurs du livre que... essai sur une mise en scène mystique coloniale. Antoine montre d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de traduire son livre, il nous montre comment il est nécessaire
d'avoir donc une scène qui est une scène positionnelle, en fait, hein, pour qu'il puisse y avoir dialogue. Et très souvent, il définit les lumières comme étant une scène, parce que c'est ça, c'est du dialogue. Moi, j'ai étudié l'Académie des Renés. C'est une académie qui a été fondée à Bahia en 1759, Académie des Renés, Renascidos, et dont la cérémonie d'inauguration est une théâtralisation qui montre les Indiens qui envahissent l'académie et qui font eux-mêmes un discours qui consiste à dire que les académiques, les académiciens, les universitaires ne peuvent pas rendre hommage au roi et que le mieux à faire, c'est que les autochtones traversent l'océan pour pouvoir rendre hommage eux-mêmes à la date anniversaire du roi. Donc il y a des longs poèmes qui d'ailleurs dépeignent cette espèce d'autocritique en fait, hein, ou de façon de penser la place de l'académicien dans la société coloniale. Vous voyez? Oui, ils utilisent un terme que j'utilise beaucoup moi dans mon livre, c'est l'idée du drame d'ailleurs. Hein. Naturellement, le drame ici, c'est le drame de la conversion. Antoine l'a bien dit hein, dans sa présentation, il n'y a pas le drame de la conversion à proprement parler au XVIIIe siècle. Mais évidemment, dans cette construction qui est une construction beaucoup plus généalogique, non d'ailleurs, dans l'inauguration, ils disent « Nous sommes parfaitement convertis, nous sommes plus civilisés que les académiciens. » Et donc, il y a une espèce de subversion, vous voyez, effectivement, qui est une topique typique de cette... Mais c'est une topique des Lumières. Des Lumières, oui, bien sûr, typique des Lumières, bien sûr. Dans ce qui est raconté par Elis Quinto. Moi, c'est immédiatement l'idée qui me vient en tête, c'est l'idée, par exemple, que le roi n'est jamais allé au Mexique. Il a toujours été attendu au Mexique, mais il n'est jamais allé au Mexique. Donc la topique revient, mais elle revient d'une façon différente, vous voyez? Et ça, c'est une topique, oui, l'expectative, exactement, dans l'expectative de la venue du roi. Il apparaît, on attend qu'il apparaisse à la fête, mais on ne le voit jamais apparaître. Enfin, oui, c'est une présence absente, exactement. C'est toujours ce jeu. Et là où il y a du drame, il y a toujours de la présence absente. Ça, c'est Allenbach. Là où il y a du drame, il y a un jeu présence-absence. Et je pense que ça, c'est très clair hein, dans les exemples qui ont été cités ici. Est-ce qu'on a d'autres questions? Vous voulez profiter peut-être de ce moment ou alors vous voulez qu'on conclue peut-être? Quoi qu'il en soit, je vous invite tous à participer au lancement du livre hein, d'ici 1h30 à peu près. Ça va avoir lieu à la librairie de l'USP dans le bâtiment donc, de la faculté d'Histoire-Géographie. Ce sera à partir de 17h30, 17h40. Nous serons donc là-bas. Voilà, je vous remercie tous pour votre présence. Je remercie également à notre équipe, à Claudia pour son soutien et également à l'Institut d'études avancées. Merci Andrea, merci Antoine pour cette belle après-midi que nous avons passée ensemble. Merci beaucoup.